est un économiste. Alors, des économistes, il y en a beaucoup, mais il est caractérisé, et il se caractérise par ce qu'ils appellent certains des économistes hétérodoxes, en opposition aux économistes orthodoxes, car il faut savoir que Lee Mwang-nok a été l'un des premiers, dès 1996, à être un initiateur d'un appel des économistes à sortir de la pensée unique. 1996, la JET est née en 1997, ATTAC est né aussi en 1997, et il a fait partie de la mise sur les fonds baptismaux de ATTAC, puisqu'il a fait partie du Conseil scientifique et social. Alors, Lee Mwang-nok a donc une carrière d'économiste où il essaie de mettre en pratique ce qu'il pense, à savoir que l'économie n'est pas une science dure, ce n'est pas une science en soi, mais que c'est quelque chose qui est au service de l'homme et non pas le contraire. Par ailleurs, il a poursuivi en même temps une carrière politique, puisqu'il a été membre du Parti socialiste, dont il a fait partie du Bureau national jusqu'en 2002. En 2015. Oui, tu as quitté le Parti socialiste en 2015, mais tu fais partie du Bureau national jusque... Voilà, il l'a quitté en 2015 pour les raisons que peut-être il vous expliquera, étant donné que sa position sur l'inversion de la courbe du chômage, comme vous avez pu le comprendre d'après le titre de la conférence, n'est pas du tout en rapport avec ce qui est en train de se passer, de ce qu'on est en train de nous raconter. Je pense je vais lui donner tout de suite la parole, il vous expliquera beaucoup mieux que moi en quoi peut-être des tas de choses n'ont pas été faites qui auraient pu peut-être inverser cette courbe du chômage. Vous aurez la parole tout à l'heure pendant le débat. À toi, Lim. Bien. Bonsoir. Je remercie Jacques et l'association Jean Jaurès du Tarn de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir ici. J'avais de nombreux amis quand j'étais au Parti socialiste, je les ai encore et je souhaite bien les revoir lorsque le parti d'Épinay renaîtra peut-être de ses cendres après la défaite électorale que tout le monde lui prédit dans un an. Bon, mais on se reverra à ce moment-là et de l'eau aura sans doute passé sous les ponts d'ici là. Alors, ce soir, on va faire de l'économie, puisque je suis venu vous parler d'économie politique, certes, comme tu l'as dit, mais d'économie, avant tout. Et vous allez voir que les choix économiques sont éminemment des choix politiques et ça justifie largement qu'un grand nombre d'économistes aient ou aient pour ambition de jouer au conseiller du prince et lorsque les princes doivent être un petit peu poussés, certains économistes n'hésitent pas à aller sur la scène politique pour eux-mêmes mettre en pratique leurs idées. N'oublions pas que quelqu'un comme Keynes, par exemple, qui est peut-être le plus grand économiste de l'histoire contemporaine, était l'un des chefs de file du Parti libéral britannique, et que c'est lui qui a engagé pour Sa Majesté les négociations des accords de Bretton Woods, parce que c'est lui qui a conduit la délégation britannique dans une négociation qui a accouché du système monétaire international de Bretton Woods, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, tel que cela existe encore de nos jours. Donc, vous voyez que les économistes sont avant tout des passionnés de politique. Alors, sur le sujet qui nous occupe, et qui occupe en priorité nos concitoyens, l'emploi et le chômage. Il y a aujourd'hui, selon le Bureau international du travail, 10% de chômeurs en France. Pôle emploi recense, lors de ses dernières statistiques, 3 591 000 chômeurs de catégorie A, ceux qui n'ont pas travaillé une seule heure dans le mois.
Et si vous ajoutez tous ceux qui, au moment de l'inscription, n'ont pas de travail, ils sont disponibles et recherchent un emploi, eh bien, il faut ajouter les catégories B, ceux qui ont travaillé moins de 78 heures, et la catégorie C, ceux qui ont travaillé plus de 78 heures, qui sont l'objet notamment de la précarité. Et donc, le chiffre s'élève, dans ce cas-là, à plus de 5 300 000 chômeurs. Donc, il y a, en réalité, dans notre pays, plus de 5 millions de chômeurs, probablement 5 millions et demi. On comprend que tout gouvernement qui se fait élire par le suffrage universel soit confronté à la nécessité de traiter ce phénomène dans une société où l'intégration sociale se fait principalement par le travail. Alors, ce gouvernement n'a pas rien fait. Je ne vais pas être mauvaise langue, il a même mis le paquet. Il a même mis le paquet dans cette affaire, puisque, comme vous le savez, 20 milliards sont consacrés désormais en année pleine au pacte de compétitivité, le fameux CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi. 20 autres milliards à partir de 2017 vont être ajoutés au pot en année pleine dans le cadre du pacte de responsabilité qui pérennise le pacte de compétitivité, qui lui ajoute des exonérations de cotisations sociales en plus, ce qui va faire monter à 40 milliards les allègements de cotisations sociales en faveur des employeurs. 40 milliards, c'est énorme, hein. 40 milliards, c'est 2 points de PIB. Le PIB, c'est 2100 milliards. Un point de PIB, c'est 20 milliards. Donc on a dans cette affaire déplacé de 2 points de PIB le partage du gâteau en faveur des profits. Si on a bougé en faveur des profits, c'est qu'on a pris ce qui allait auparavant au salaire, hein, qu'il s'agisse du salaire direct, du salaire indirect ou des prestations en espèces ou en nature qui font l'objet des transferts sociaux et publics. Donc on a massivement déplacé le partage du gâteau en direction des entreprises pour qu'elles créent des emplois. Et puis, cela défraye l'actualité, ce gouvernement est en train de mettre en place ce que certains appellent des réformes structurelles. Je ne vous fais pas un dessin, ce sont des réformes qui prétendent adapter le Code du travail aux réalités d'un monde moderne où il faudrait organiser la mobilité des anciennes activités vers les nouvelles activités, mettre ceux qui n'ont plus d'emploi en formation et les mettre en état d'être recrutés par des entreprises qu'on veut dynamiser et à qui on a octroyé très précisément les crédits d'impôt et les allégements de cotisations sociales permettant d'innover, d'investir et de recruter si le marché du travail était assez souple. Donc, grosso modo, c'est à peu près le discours que vous entendez et le paquet a donc été mis. Alors, malheureusement, quand on regarde les chiffres, ça bouge pas. Ça continue à progresser globalement. Hein. Si vous prenez les 3 catégories en tendance, ça continue à gonfler. La reprise est certes présente, mais elle est timide. Et elle est en tout cas insuffisante pour inverser sérieusement la courbe du chômage. Je vous dirai pourquoi dans un instant. On va tendre cette année peut-être vers 1,5% de croissance, mais c'est encore insuffisant pour créer significativement des emplois. L'année dernière, c'était du 1,1, et puis avant, on était en dessous de 1, et on sait qu'en dessous de 1,2% de croissance, l'économie détruit des emplois. Donc, comment expliquer que ça ne marche pas ? Parce qu'il faut appeler un chat, cette politique sur le quinquennat n'a pas fonctionné, malgré toute la bonne volonté que certains y ont mis, et malgré le zèle que le ministre de l'économie ou le Premier ministre peuvent
dont le Premier ministre et le ministre de l'économie peuvent faire preuve à l'endroit notamment du MEDEF. Alors pourquoi ça ne marche pas? Et qu'est-ce que l'économiste peut vous dire là-dessus? Alors tout d'abord, ce que peut vous dire l'économiste, c'est que la philosophie de ces mesures relève très clairement de ce que ses partisans appellent eux-mêmes la politique de l'offre. Alors c'est quoi la politique de l'offre? C'est clairement pas une politique socialiste. Vous connaissez tous la phrase de Lionel Jospin, mon programme n'est pas socialiste. Ce programme, clairement, n'est pas un programme socialiste. Et d'ailleurs, lorsque François Hollande fait sa première conférence de presse pour annoncer ce programme, c'était dès décembre 2012, il utilise le terme de politique de l'offre, alors qu'il matine en disant c'est du socialisme de l'offre. Mais tout le monde a compris que dès décembre 2012, le cap, c'est le cap vers les politiques libérales. Et c'est le fait d'assumer au grand jour la conversion du Parti socialiste vers les thèses que défendent les libéraux, que défendaient les sociaux-libéraux britanniques avec Tony Blair ou les sociaux-démocrates allemands avec Gerhard Schröder. Jusqu'alors, on ne le disait pas clairement. Là, c'est dit clairement. Et d'ailleurs, si vous promenez quasiment l'acte fondateur sur le plan économique de François Hollande, ça a été quoi? Ça a été de demander à Jean-Marc Ayrault de commander dès juillet 2012 le rapport gallois qui va légitimer sur le plan idéologique la conversion de l'exécutif aux politiques libérales, avec le fameux laïus sur l'abaissement du coût du travail qui accouchera du CICE. Alors, c'est quoi les politiques de l'offre? Alors, politique de l'offre, là je vais me mettre dans la peau d'un économiste libéral. Donc, pour ceux qui enregistrent, il faudra faire des montages. Sortez pas sortez pas les propos du contexte. Alors, que dit l'économiste libéral qui pense que l'économie est, comme ils disent, contrainte par l'offre? Dans l'esprit d'un économiste qui pense que le principal problème, c'est un problème d'offre, l'économie est supposée en plein emploi. Est supposée, et ça va vous paraître paradoxal, est supposée à l'équilibre de plein emploi. C'est le postulat de base. Le plein emploi, c'est que toutes les capacités de production en hommes et en machines disponibles sont utilisées. Alors ça vous paraît paradoxal avec ce que j'ai dit pour commencer, le fait qu'il y ait 5,5 millions de chômeurs. Ce n'est pas contradictoire pour un économiste orthodoxe, comme tu l'as dit. Pour un économiste orthodoxe, vous pouvez très bien avoir du plein emploi et 5 millions de personnes qui volontairement refusent de travailler parce qu'ils préfèrent le loisir, compte tenu des allocations chômage et des autres revenus de remplacement, qui lui permettent de subsister sans travailler. Et vous comprenez dès lors pourquoi certains, comme Macron, disent que la dégressivité des allocations chômage doit être dans l'agenda de la négociation de l'assurance chômage. Parce que pour réduire ce volume des 5,5 millions de chômeurs, enfin des 3 millions et quelques de catégorie A, eh bien, dans l'esprit d'un libéral, comme c'est des chômeurs volontaires, eh bien, il faut agrandir l'écart entre les allocations chômage et le salaire minimum pour inciter les chômeurs à sortir, comme ils disent, de leur trappe à inactivité, car sinon, si les allocations chômage sont trop généreuses, combinées aux minima sociaux qui forment les revenus de remplacement, eh bien, les individus ne sont pas enclins à aller offrir leur travail, ils ne sont pas incités à rechercher des emplois, comme le disent ces économistes. Et donc, dans ce cas, pour inciter les chômeurs volontaires à aller travailler, eh bien, il faut rendre la situation de chômeurs moins attractive et la situation de salariés plus attractive, d'où l'invention de la prime pour l'emploi à l'époque et d'où l'invention du RSA activité à côté du RSA socle pour inciter les chômeurs volontaires à sortir de leur trappe à inactivité. Donc, pour un économiste libéral, si vous voulez que l'économie produise plus à un instant donné,
à court terme, il n'y a qu'une solution. C'est de demander aux travailleurs qui ont choisi volontairement d'être dans une situation de chômage de venir travailler. À court terme, c'est la seule solution. Pourquoi ? Parce qu'à long terme, il y a une autre solution qui n'est pas envisageable à court terme, qui est d'accroître le stock de machines. À court terme, dans le modèle théorique des économistes orthodoxes, vous ne pouvez pas accroître le stock de capital en place. Il y a un stock de machines en place, et si vous voulez l'accroître à long terme, eh bien, il faut dégager les profits et l'épargne nécessaires pour que les entreprises qui souhaitent investir, acheter des machines, puissent puiser dans cette épargne en s'endettant au coût le plus bas possible pour investir. Mais ça, c'est pas à l'instant T, ça prend au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais si à court terme, toutes les machines sont utilisées et que vous voulez faire plus de croissance, eh bien, vous ne pouvez le faire qu'en utilisant le facteur travail. Or, le facteur travail, vous ne pouvez pas l'utiliser si les chômeurs sont des chômeurs volontaires parce qu'ils n'ont pas intérêt rationnellement à accepter les emplois au niveau du salaire minimum compte tenu du fait que les allocations chômage seraient trop généreuses. Donc on va tenir ce discours pour culpabiliser les chômeurs. Alors après, la solution de long terme, si on veut détendre la contrainte qui pèserait sur l'offre, le fait que l'économie ne puisse pas produire plus parce que toutes les machines sont utilisées et parce que les travailleurs ne veulent pas travailler plus, pour détendre cette contrainte, il faut permettre aux entreprises d'investir. Alors, l'investissement, c'est l'accroissement du stock de capital. C'est, je vais acheter des machines en plus. Bon, alors, d'où l'idée de restaurer les taux de marge. L'idée développée par ces économistes est que si les taux de marge augmentent, la part qui va être consacrée au capital va être plus importante. Alors, vous allez me dire, oui, mais le gros problème, c'est que on sait aujourd'hui que 85% des profits ne vont pas à l'investissement. Ils vont au versement de dividendes des actionnaires. Ça, normalement, pour un économiste libéral, c'est pas gênant. Et d'ailleurs, c'est un argument qu'ils n'utilisent jamais, mais qu'ils auraient pu utiliser. Le vrai économiste libéral dirait c'est pas gênant que le CICE ait pour destination les actionnaires. Pourquoi ? Parce que les actionnaires replacent cet argent sur les marchés. Et si les profits qui vont dans la poche des actionnaires se retrouvent sur les marchés, quand vous êtes un économiste orthodoxe, c'est très bon. Parce que plus vous avez d'offres de capital de la part des actionnaires sur le marché, le fait que les actionnaires consomment qu'une très faible partie de leurs revenus, mais en place beaucoup, quand vous gagnez 100 SMIC par mois parce que votre revenu, c'est du revenu du capital et vous faites partie des 0,01% les plus riches de la population, vous consommez pas beaucoup de ces 100 SMIC. Par contre, vous allez en placer beaucoup, donc ça va alimenter l'épargne. Et donc, pour les économistes libéraux, l'épargne, c'est bon pour l'investissement. Pourquoi ? Parce que plus l'épargne est abondante sur les marchés, plus vous avez d'argent sur les marchés actions, les marchés obligations, etc., plus le coût de l'endettement des entreprises qui souhaitent emprunter ce capital sur les marchés est bas. Donc, les entreprises peuvent émettre des obligations à taux bas. Même les États qui voudraient investir pourraient émettre des obligations à taux bas. Il y a des fonds propres en quantité sur les marchés actions parce que les épargnants se ruent sur les actions et en achètent beaucoup. Et donc le cours des actions dans ce cas-là augmente et ceux qui émettent ces actions pour se financer, les entreprises, peuvent obtenir ainsi beaucoup d'argent sur les marchés pour accroître leurs fonds propres et autofinancer leurs investissements ou bien emprunter à des taux très bas. Donc en théorie, l'épargne c'est bon pour l'investissement. Et les économistes
de l'offre devrait assumer le fait que 85% des profits aujourd'hui se retrouvent sur les marchés financiers. Vous connaissez la critique des frondeurs. Les frondeurs disent oui, mais le CICE, c'est verser de l'eau dans le sable parce que ça ne finance pas l'investissement, ça finance les actionnaires qui placent sur les marchés. Moi, si j'étais un économiste libéral, je répondrais aux frondeurs vous inquiétez pas, c'est bon pour les marchés financiers, donc vous allez voir, ça va se retrouver dans l'investissement à long terme parce que le coût de l'endettement pour les entreprises, le coût d'acquisition du capital va être plus faible. Et plus vous avez d'épargne, eh bien, plus cette offre de capital va créer sa propre demande, c'est-à-dire la demande de capital, la demande de biens d'investissement de la part des entreprises. Le terme « l'offre crée sa propre demande », ça vient de là, ça vient de ce que quand les riches épargnants épargnent, eh bien, ils offrent du capital, et puis les entreprises qui demandent du capital pour investir, eh bien, vont pouvoir acquérir ce capital au coût le plus bas possible pour demander des biens d'équipement et investir. Et donc l'offre a ainsi créé sa propre demande. L'épargne qui est la partie du revenu qui n'est pas consommée, dans ce cas-là, n'est pas une fuite du circuit économique. L'épargne alimente l'investissement, qui est l'autre composante, si vous voulez, de la demande à côté de la consommation. Et c'est la raison pour laquelle les économistes libéraux disent qu'il n'y a jamais de problème de débouché. Parce que tout ce qui n'est pas consommé se retrouve dans l'épargne, mais ce qui se retrouve dans l'épargne est nécessairement mobilisé par les entreprises qui peuvent le mobiliser à moindre frais pour pouvoir investir. Et donc, à long terme, eh bien, normalement, ça doit se matérialiser par des investissements dans l'économie réelle et par l'acquisition de nouvelles machines, etc., etc. Bon. Et donc, c'est ça, la politique de l'offre, c'est ça. C'est à court terme, je vais essayer de mobiliser du travail, et à long terme, je vais accroître mon stock de machines en place en faisant l'acquisition, en empruntant sur les marchés au moindre frais, parce qu'il y a une épargne abondante. J'ajoute que sur le court terme, pour pouvoir mobiliser le travail, il faut quand même que ce soit profitable pour les entreprises, parce que la plupart des économistes libéraux font l'hypothèse que lorsque vous êtes en plein emploi, à court terme, si vous voulez mobiliser du travail, les travailleurs supplémentaires ont une productivité plus faible, pour des raisons techniques, en raison de l'hypothèse qu'ils utilisent sur ce qu'on appelle la fonction de production des entreprises. Donc, ils supposent que si on veut embaucher des travailleurs supplémentaires à court terme, non seulement ces travailleurs doivent renoncer à leurs loisirs, et donc il faut rendre le système d'allocation chômage plus incitatif, mais en plus, il faut que ces individus acceptent des salaires plus bas. Parce que s'ils sont moins productifs, et si on veut que les entreprises aient intérêt à embaucher, eh bien, comme la productivité est plus faible, il faut que le salaire puisse baisser. Il faut que le salaire puisse correspondre à la productivité plus basse. D'où le discours sur le coût du travail à court terme. Vous avez un discours sur le coût du travail à long terme, parce que quand vous baissez le coût du travail, ça augmente les profits, et donc ça favorise l'épargne, l'investissement, etc. Mais à court terme, si vous voulez que les entreprises qui ne peuvent pas acheter des machines à court terme puissent produire quand même plus en utilisant du travail, comme on suppose que le travail a une productivité plus faible, quand l'emploi augmente, la productivité est réputée techniquement plus faible, eh bien, on va, dans ce cas-là, rechercher une baisse du coût du travail pour que les entreprises aient intérêt à recruter des travailleurs supplémentaires si on souhaite que ces entreprises continuent à maximiser leurs profits. Parce que si ils versent un salaire supérieur à la productivité du salarié, l'entreprise y perd dans le partage salaire-profit. Et donc ça explique que dans le discours de court terme, il y a cette volonté de réduire le coût du travail pour pouvoir recruter des travailleurs dont on suppose que la productivité est nécessairement plus faible. Et donc là, vous avez la cohérence de la politique qui est menée. Baisse du coût du travail pour pouvoir lutter contre le chômage à court terme et mobiliser le travail, modification du régime d'indemnisation chômage tel que c'est programmé dans la prochaine négociation, et puis à long terme, l'espoir que les profits dégagés seront, vous connaissez la chanson, les profits d'aujourd'hui seront les investissements de demain,
et les emplois d'après-demain. Le fameux théorème du chancelier social-démocrate Schmitt, le social-démocrate allemand Schmitt, qui date de 1974 d'ailleurs, lorsque la social-démocratie allemande avait entamé sa conversion déjà. Donc ça fait plus de 40 ans. Et donc vous avez cette ritournelle qui trouve sa nouvelle version dans la politique de l'offre, version Hollande, Macron et Valls. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça n'a pas engendré à court terme la baisse du chômage annoncée ? Et pourquoi à long terme, les entreprises n'investissent toujours pas ? Puisque maintenant que ça fait quand même 2 ou 3 ans que le CICE est en place, on n'observe pas significativement un mouvement de reprise de l'investissement. Alors, que disent les économistes du camp d'en face, mes amis, donc ceux qui ne sont pas orthodoxes? Ils disent, déjà, il y a une hypothèse de base qui pose problème, qui est que l'économie n'est pas en plein emploi. Une économie où vous avez 5 millions de chômeurs peut être considérée comme une économie en plein emploi. C'est un vieux débat qui remonte à la fameuse controverse entre Keynes et son professeur de l'époque qui s'appelait Arthur Pigou dans les années 30. Pigou soutenant que le chômage est volontaire et Keynes soutenant que, non, si vous avez une masse de chômeurs comme ça, c'est des chômeurs involontaires. Ce sont des victimes du système. Ils n'ont pas choisi leur situation. Et quelle est la définition, justement, que donne Keynes du chômage involontaire ? Il y a chômage involontaire, chez Keynes, si des individus acceptent de baisser leur salaire, mais ne trouvent pas d'employeurs ayant intérêt à les embaucher. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous avez aujourd'hui une baisse du coût du travail, massivement organisée, 2 points de PIB déplacés quand même. On avait rarement vu ça. Vous avez une baisse du coût du travail. Et malgré cette baisse importante du coût du travail, malgré la modération des salaires, malgré le gel des salaires, malgré tout ce que vous voulez, dans une situation où le rapport de force est très défavorable aux syndicats et aux salariés, et où le pouvoir d'achat stagne, et où pourtant, malgré la stagnation du pouvoir d'achat, les gens sont prêts à accepter des emplois à bas salaire, eh bien les entreprises n'embauchent pas. Même lorsqu'on leur baisse le coût du travail. Vous êtes dans une situation, clairement, de chômage involontaire. Alors, pour étayer la démonstration, autre élément, le taux de croissance potentiel de l'économie, qui mesure ce que pourrait produire une économie si elle utilisait à 100% toutes ses capacités de production, en travailleurs et en machines. C'est quoi le taux de croissance potentiel aujourd'hui ? Alors comment on fait pour le calculer en économie ? Alors le taux de croissance potentiel, c'est ce que pourraient produire les individus en place compte tenu du stock de machines disponibles et compte tenu de l'état des techniques de production. Et donc, les économistes calculent le taux de croissance potentiel en additionnant le taux de croissance de la population active, puisque pour produire, il faut des individus. Et c'est pour ça que les Chinois ont un gros taux de croissance potentiel, c'est parce qu'ils sont des millions. Enfin, ils vont décroître un peu parce qu'avec la politique de 1 enfant par femme, là, ils vont avoir des problèmes pour financer leur retraite, donc ils sont en train de revenir là-dessus. Mais le taux de croissance potentiel, c'est quoi ? C'est l'addition du taux de croissance de la population active et du taux de croissance de la productivité. Parce que la productivité, c'est ce qui est permis par les techniques de production en place. Donc, le taux de croissance je répète, taux de croissance potentiel, c'est taux de croissance de la population active plus taux de croissance de la productivité. Alors, faites le compte vous-même, le taux de croissance de la population active, c'est en ce moment 0,3% par an. Voilà, la population active croît de 0,3% par an. Bon. Le taux de croissance de la productivité,
du travail. C'est lorsque on est en haut du cycle, c'est-à-dire lorsque la productivité est la plus forte, c'est 1,2% par an en France. Donc vous additionnez 1,2 plus 0,3, ça vous fait 1,5%. Donc le taux de croissance potentiel aujourd'hui, si toutes les capacités de production en hommes et en machines étaient utilisées, serait de 1,5%. Bon. Si on les faisait sur une durée suffisamment longue, ça permettrait d'inverser la courbe du chômage. Sans même toucher à la durée du travail, tout ça. Bon. Pourquoi ? Parce que si l'économie produit plus de 1,2%, si la croissance est supérieure au gain de productivité, elle crée des emplois. Donc à 1,5, vous créez 0,3% d'emplois par an qui suffisent à absorber la croissance de la population active. Donc vous stabilisez et puis vous inversez progressivement la courbe du chômage. Et le problème, c'est pourquoi ne fait-on pas les 1,5% de croissance ? Parce que contrairement à ce que pensent les écologistes, on est en décroissance. On est déjà en décroissance. On est en situation de croissance très molle depuis quelques décennies. Et en particulier depuis la crise. Si vous prenez la situation depuis la crise de 2008-2009, vous avez une décroissance, une récession de moins 2,9%. Après, vous êtes à 0, puis après, on est entre 0 et 1%, 0,1, 0,4, 0,9, 1,1 l'année dernière, et puis là, on espère 1,5. Bon, donc ça reprend progressivement. Mais on est en dessous de 1,5 systématiquement. Et on était même en récession en 2009. Et donc, ça explique que le chômage est explosé. Parce que la croissance s'est fixée à un niveau plus faible que les gains de productivité. Et quand la croissance est plus faible que la productivité, on détruit mécaniquement des emplois. Alors pourquoi elle n'est pas à 1,5 ? Alors que si tout le monde était employé, ça serait probablement le cas. Eh bien, elle ne l'est pas, mais parce que l'économie est contrainte par la demande. Le fait qu'on pourrait tourner à 1,5 mais qu'on n'y est pas, ça veut bien dire que l'économie n'est pas contrainte par l'offre, puisqu'elle pourrait produire 1,5. Mais on n'y est pas à 1,5. Si on était à 1,5, ok, on pourrait dire il y a une contrainte sur l'offre. Et dans ce cas-là, si on relance la demande, on risque de buter sur le fait que les entreprises ne peuvent pas produire plus. Mais là, elles peuvent produire 1,5. Et on n'est pas à 1,5. Et la meilleure illustration, c'est que ce qu'on appelle le taux d'utilisation des capacités de production. C'est-à-dire, quand vous avez 10 machines en place, combien vous en utilisez ? C'est ça le taux. Le taux normal, c'est 85-90%. Là, vous êtes à entre 70 et 75%. Donc ça veut dire que sur 10 machines, les entreprises en utilisent 7, alors qu'elles devraient en utiliser 9 en temps normal. Donc ça veut dire qu'il y a systématiquement 3 machines qui ne sont pas utilisées. Et que donc sur ces 3 machines, on pourrait mettre 3 travailleurs, qu'on pourrait recruter parce que ils veulent bien travailler, contrairement à ce qu'on raconte au salaire du marché, mais qu'on ne les recrute pas. Et donc dans ces conditions, même si vous baissez le coût du travail, même si vous faites tous les cadeaux possibles aux entreprises, une entreprise n'a aucun intérêt à acheter une 11e machine. Une 11e machine, ça coûterait trop cher à amortir. Si vous achetez une machine supplémentaire qui ne vous sert à rien, vous devez l'amortir, c'est-à-dire vous devez mettre des sous de côté pour faire face à la dépréciation de cette machine, pour que le jour où elle ne vaut plus rien, il faut la renouveler. Donc vous n'avez aucun intérêt à en acheter une 11e. Et même vous avez intérêt, si vous estimez que la demande est durablement déprimée, parce que tous les voisins font des politiques d'austérité et que la demande européenne s'est effondrée et que votre carnet de commande, durablement, il ne sera plus jamais comme avant et vous n'utiliserez plus jamais vos 10 machines, dans ce cas-là, vous avez intérêt à supprimer la 10e et même la 9e.
On appelle ça le déclassement du capital. Les entreprises ont intérêt à les mettre au rebut ou à les revendre. Et donc, au total, on comprend que c'est le stock de machines lui-même en présence de l'économie qui diminue. Et on comprend que le taux de croissance potentiel lui-même de l'économie diminue parce que les entreprises ont fini par déclasser du capital qu'elles n'utilisent pas. Et on est dans cette situation typique de sous-emploi où les entreprises non seulement n'ont pas intérêt à recruter des salariés qui sont prêts à accepter une baisse de leur salaire, et même lorsque le coût du travail baisse, les entreprises n'ont manifestement pas intérêt à accroître leur stock de capital. Et par conséquent, on a bien, si vous voulez, une situation qui est une situation d'insuffisance de demande. Alors quand je dis insuffisance de demande, ce n'est pas seulement les biens de consommation. La demande en économie, c'est la dépense des entreprises et des ménages. C'est la dépense de biens de consommation des ménages, mais c'est aussi la dépense en matière de biens d'équipement des entreprises. L'investissement, contrairement à ce que l'on raconte dans les médias, ce n'est pas de l'offre. L'investissement, c'est de la demande. C'est le fait que les entreprises achètent des machines. Or, aujourd'hui, elles n'ont aucun intérêt à acheter une 11e machine, malgré l'épargne abondante dans laquelle elles pourraient puiser à taux quasiment nul. En plus, les taux d'intérêt sont aujourd'hui à 0 sur les marchés obligataires, donc elles pourraient s'endetter à très, très faible coût. Et elles ne le font pas. Donc il n'y a ni dépenses des ménages qui subissent l'austérité salariale, ni dépenses des entreprises, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elles n'ont pas de carnet de commande des ménages, évidemment, et qu'elles n'ont pas non plus de carnet de commande de la part de leurs donneuses d'ordre, parce que les 60% d'emplois qui sont créés sont des emplois créés par des PME en France qui sont les sous-traitantes des grandes entreprises. Et donc, comme les grandes entreprises n'ont pas de carnet de commandes, eh bien, elles n'accroissent pas les commandes à leurs sous-traitants. Et donc, les PME, où se créent les emplois, n'ont pas de carnet de commandes et donc ne demandent même pas de crédit aux banques pour investir. Donc voilà, vous avez une situation générale d'insuffisance de demande, de consommation et d'investissement qui s'installe. La deuxième raison qui explique cette atonie de l'investissement, c'est le fait que dans les grandes entreprises cotées, celles qui structurent l'économie, parce que c'est elles qui structurent les bassins d'emploi, les commandes des PME, etc. Bien, il y a eu un changement fondamental au cours de ces 20 ou 30 dernières années. C'est qu'on a modifié la stratégie de ces entreprises suite aux privatisations qui se sont installées à partir de 1986. Vous avez eu en France 3 vagues de privatisation. 86, Chirac, 93, Balladur, 98, Jospin. Puis après, ça a continué à détricoter un petit peu, à partir de 2002. Et dans la loi Macron, il y a encore des cessions d'actifs qui sont prévues. Bon, mais toute la question, c'est qu'est-ce qu'on met à la place ? Ce qui a fait de la France la 4e puissance mondiale pendant les 30 Glorieuses, c'est ses champions nationaux. C'est ces entreprises stratégiques où l'État avait une participation importante, majoritaire, et impulsait la politique industrielle avec une logique d'aménagement du territoire. Et où les PME, dans chaque territoire, dans chaque bassin d'emploi, étaient les sous-traitants, justement, des grandes entreprises stratégiques, avec une cohérence sur le territoire national. Bon, c'était la fameuse planification à la française, qui depuis a été détricotée. Alors on a privatisé. Alors, je ne vais pas jouer au gauchiste. On n'a pas privatisé pour transformer ça en capitalisme anglo-saxon. Quand on a commencé à privatiser, la logique c'était que l'État se retire, mais qu'on mette à la place des noyaux durs
fondée sur des participations croisées avec des investisseurs français. Les banques françaises, compagnies d'assurance, qui s'entendaient pour verrouiller le noyau dur du capital des entreprises françaises. Bon, on a cherché à mettre ça en place en France, à la place de l'État. Et l'idée, c'était de verrouiller le capital des entreprises pour empêcher les OPA étrangères, anglo-saxonnes notamment, sur le capitalisme français. Et puis, les marchés financiers se sont ouverts, et puis, comme le marché s'est ouvert, c'est devenu un vaste supermarché mondial. Et les noyaux durs se sont progressivement détricotés, notamment parce que mondialisation oblige, les investisseurs étrangers en ont acquis une certaine part. Les noyaux durs eux-mêmes se sont dit la meilleure façon de s'opposer aux OPA hostiles, c'est de livrer des petits bouts d'entreprises à des petits bouts d'investisseurs anglo-saxons pour éviter d'avoir les Allemands, les Japonais ou les Chinois. Donc on va préférer à la dépendance industrielle la dépendance financière avec des petits morceaux de fonds de pension, de fonds de placement, etc., anglo-saxons, à qui on va donner 60%, 70% du capital de l'entreprise, et puis on va en garder 40% pour verrouiller dans le cadre de participation croisée. Donc voilà, ça a évolué un petit peu comme ça, jusqu'à ce que les noyaux durs finissent par fondre, et jusqu'à ce que les parties prenantes de ces noyaux durs, les banques, les compagnies d'assurance françaises, intègrent eux-mêmes la logique anglo-saxonne de maximisation de la valeur actionnariale de l'entreprise. Et la maximisation de la valeur actionnariale de l'entreprise, c'est plus du tout... La maximisation de la valeur actionnariale, c'est quoi? C'est maximiser la valeur en bourse de l'entreprise. C'est accroître le rendement boursier de l'entreprise, faire en sorte que le rapport bénéfice sur action soit le plus élevé possible. Parce que si vous avez un rapport bénéfice sur action le plus élevé possible, eh bien ça va attirer les épargnants qui vont acheter massivement cette action et ça va faire monter son cours en bourse. C'est ça la maximisation de la valeur actionnariale. Et donc, toute la stratégie des entreprises françaises va progressivement être orientée vers la maximisation de la rentabilité financière de ces entreprises afin de pouvoir dégager les bénéfices les plus importants possibles, dont une partie croissante va rémunérer les actionnaires qu'on cherche à attirer ou à retenir dans ces entreprises. Car l'actionnariat est devenu extrêmement volatile dans ce nouveau capitalisme. Extrêmement volatile parce que dans les années 70, la durée de détention d'une action, lorsque prévalait participation de l'État, noyau dur, etc., c'était 10 ans. Aujourd'hui, la durée moyenne de détention d'une action, c'est 6 mois. C'est 6 mois pendant lesquels les petits fonds de placement, fonds de pension, etc., demandent une rentabilité financière maximale. Autre chiffre, la part du gâteau qui était consacrée au profit, elle a un petit peu baissé au cours des années 70, même beaucoup baissé parce que les salariés étaient dans une situation de rapport de force favorable dans les années 70. Et dans le partage du gâteau, on avait à l'époque 80 en faveur des salaires et 20 en faveur des profits. Et dans les 80, vous aviez... dans les 20 qui allaient au profit, sur un gâteau de 100, 80 qui vont au salaire, 20 qui vont au profit. Sur les 20, vous aviez grosso modo
80% qui allaient à l'investissement, 80% de ces 20, donc grosso modo 17, enfin 16, 17 sur les 100, et puis le reste, c'est-à-dire 4, qui allaient aux dividendes. Ce que je veux dire, c'est que seulement 20% des bénéfices allaient dans la poche des actionnaires dans les années 70, avec une part des profits qui s'était effondrée. Alors non seulement depuis les années 80, la part des profits s'est accrue de 10 points, maintenant on n'est plus à 80-20 mais à 70-30, mais dans les 30, désormais c'est 85%, comme j'ai dit tout à l'heure, de ces 30 qui vont dans la poche des actionnaires. Et donc la conséquence c'est ça, c'est que dans les entreprises cotées françaises, les noyaux durs, les parties prenantes des noyaux durs, elles-mêmes, les parties prenantes, ont intégré la logique du fonds de pension ou du fonds de placement de base, qui est de demander la part des bénéfices la plus importante possible. Et donc ça explique que lorsque vous donnez 20 milliards ou 40 milliards de pacte de responsabilité pour redresser le taux de profit, le taux de marge, vous versez de l'eau dans le sable. Versez de l'eau dans le sable parce que une très faible part de ces sommes se retrouve dans l'investissement, le reste va dans la poche des actionnaires qui le placent certes en bourse, mais ces fonds propres qui se baladent et qui sont ensuite mobilisables par les entreprises finissent par ne pas l'être, parce qu'une entreprise n'a aucun intérêt à investir dans l'économie réelle des sommes qui ne rapportent pas du 40% de rentabilité financière sur le court terme. Il vaut mieux placer ces sommes lorsque vous êtes épargnant dans ce cas, ou lorsque vous êtes une entreprise l'actionnaire d'une entreprise qui touche le CICE ou les dividendes. Il vaut mieux placer votre argent sur des marchés qui ont des perspectives de rentabilité certes plus risquées, mais plus immédiates. D'où le fait que se forment des bulles sur le marché financier, comme ça s'est passé en 2008, et comme c'est en train de se reformer. Donc voilà ce qui est en train de se passer. La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui non seulement une situation, je résume pour bien que vous compreniez, vous avez non seulement une situation d'insuffisance de demande, parce qu'aujourd'hui, tous les États européens pratiquent des politiques d'austérité. Et donc, si dans tous les pays européens, vous réduisez la dépense publique, la protection sociale, les salaires en même temps, personne n'y gagne. Alors, vous le faites à des degrés divers. Tout le monde ne fait pas comme en Grèce ou au Portugal. Mais comme la tendance, c'est ça, et les textes européens nous l'imposent plus ou moins, eh bien, vous avez, au bout du compte, la dépense qui s'effondre. Vous avez une demande qui finit par s'effondrer au niveau européen. Non seulement vous avez un jeu à somme nulle, parce que personne n'y gagne quand tout le monde baisse ses coûts en même temps, mais vous avez un jeu à somme négative, parce que la demande s'est effondrée. Et ce que craint par-dessus tout la Banque centrale européenne, c'est ce qu'elle appelle la déflation. Et la déflation, c'est très précisément une situation où vous avez une demande qui est inférieure à l'offre, ce qui pousse les prix à la baisse. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation de déflation. L'inflation a disparu. Alors, vous ne le sentez pas parce que les distributeurs du coin, les grands distributeurs s'en donnent à cœur joie, mais ceux qui se fournissent avant d'avoir vendu aux clients vous diront que les prix baissent. Alors après, ils font des marges, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas, mais eux bénéficient de marge, je peux vous le dire.
Bon, mais la situation, en règle générale, est déflationniste parce que vous avez une demande qui est aujourd'hui inférieure à l'offre, c'est-à-dire qu'on a des capacités de production inemployées. Donc ça, c'est la première raison. Et puis l'autre raison, demande insuffisante, première raison. Et l'autre raison, c'est que les tenants des grandes entreprises, cotées, qu'elles soient françaises ou étrangères, n'ont absolument pas intérêt aujourd'hui à investir dans l'économie réelle, compte tenu des critères de retour sur investissement qui sont requis pour maximiser le rendement boursier des entreprises. C'est pas rentable d'investir dans l'économie réelle, surtout quand il n'y a pas de débouchés. Donc voilà, on est dans une situation de croissance molle parce que les capitalistes français et européens n'ont pas intérêt à investir dans l'économie réelle et que la situation macroéconomique, en plus, ne les pousse pas à faire face à une demande qui, fondamentalement, est atone. Et donc, dans ce cas-là, quel est leur seul but dans la vie ? Eh bien, c'est de maximiser la part du gâteau qui va leur revenir dans la poche. Et l'agenda du MEDEF, c'est ça aujourd'hui. L'agenda du MEDEF, c'est l'agenda d'un patronat qui n'est plus le patronat structuré autour de l'UIMM dans les 30 Glorieuses qui négociait avec les syndicats un certain compromis sur le partage du gâteau. Là, c'est un patronat qui a intériorisé la logique de la maximisation de la rentabilité financière et des critères d'une gouvernance d'entreprise dans laquelle on n'est même pas anglo-saxon parce qu'on continue à verrouiller, mais on va réclamer une part de plus en plus importante du gâteau. C'est aussi simple que ça. Et alors, la loi travail là-dedans, il ne faut pas s'y tromper. Le vrai mobile de la loi travail, c'est pas l'emploi. N'importe quel chapitre d'un bouquin de microéconomie de première année, de théorie néoclassique, en termes scientifiques, ça veut dire libéral. Théorie néoclassique, vous savez, premier chapitre, c'est la théorie de l'entreprise. Bon, c'est écrit, l'objectif de l'entreprise, c'est pas l'emploi. Hein. L'entreprise, son objectif, c'est de maximiser son profit. Hein. L'emploi, elle s'en fout, c'est pas son but. Hein. Alors, si le coût du travail est bas, elle va utiliser plus d'emplois que de machines. Mais le cœur du problème, c'est de maximiser son profit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après la crise de 2008 ? Après la crise de 2008, les taux de marge ont baissé de 3 points. Je vous ai dit, ils avaient augmenté de 10 points entre les années 80 et les années 2000. Bon. Là, ils ont baissé de 3 points. C'est passé de 30% de la valeur ajoutée à, grosso modo, 27%. Bon, un peu baissé. Entre parenthèses, c'était pas catastrophique. Ça ressemblait un peu à ce qu'il y avait pendant les 30 Glorieuses. Bon, mais pas que le patronat montait sur ses chevaux en disant « Ah, le taux de marge a baissé de 3 points. Le coût du travail est trop élevé. » Alors, vous promenez dans la rue, vous demandez aux salariés bon, les patrons, ils disent le taux de marge a baissé. Est-ce que c'est parce que ton salaire a augmenté ? Le salarié vous répond non, mon salaire, il n'a pas augmenté. Au contraire, gèle des salaires, des indexations des salaires sur les prix, tout ça. Bon, mon salaire, il n'a pas augmenté. Et en plus, on a allégé les cotisations sociales des entreprises. On a continué à alléger les cotisations sociales au cours de cette période. Donc, comment expliquer que le taux de marge s'est effondré de 3 points ? Ce que personne n'a dit, c'est que le taux de marge s'est effondré non pas parce que les salaires ont augmenté, contrairement à ce qu'on prétend, mais parce que la demande a baissé. Parce que la demande a baissé. Qu'est-ce qui s'est passé après la crise en 2008 ? Après la crise en 2008, il y a une récession de 2,9% en France, comme j'ai dit. 5% en Allemagne. La production s'est effondrée de 5% en Allemagne
en 2009. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chiffre d'affaires des entreprises se contracte, parce qu'elles vendent moins, mécaniquement. Elles vendent moins, parce qu'on leur a acheté moins de voitures. Mais comme elles n'ont pas pu ajuster leur main-d'œuvre, elles ont dû continuer à payer leurs salariés. Quand le chiffre d'affaires baisse et que vous maintenez votre masse salariale en place, ce qui correspond au salaire que vous versez et au nombre d'emplois que vous avez, même si les salaires n'augmentent pas, le résultat mécanique, c'est que comme vous vendez moins, la part qui va au salaire est plus importante et la part qui va au profit diminue. Et ça se voit dans le chiffre de la productivité. La productivité, dans ce cas, baisse, parce que vous produisez moins, et donc vous vendez moins, mais vous avez au dénominateur autant de travailleurs. Donc la productivité baisse, le rapport chiffre d'affaires sur masse salariale baisse, et dans ce cas-là, vous avez le coût du travail par unité produite qui augmente, et donc le taux de marge qui baisse. Mais non pas parce que les salaires ont augmenté, mais parce que vous n'avez pas pu virer les travailleurs, tout simplement. Et donc, c'est quoi le mobile du crime de la loi travail? Bon, en plus, ça ne devait pas y être, l'histoire des licenciements économiques, de faciliter les licenciements économiques. Le mobile, c'est ça, C'est Valls qui l'a inclus, parce que ça ne devait pas y être au début. Au début, il devait juste mettre en place une loi qui complète la loi Macron, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout sur l'histoire des heures supplémentaires, parce que le Conseil constitutionnel, sur les indemnités prud'homales, parce que le Conseil constitutionnel n'avait pas autorisé la chose. Bon, mais là, Valls est arrivé en plus sur cette affaire en ajoutant aux indemnités prud'homales plafonnées et à l'inversion de la hiérarchie des normes sur la durée du travail, sur les heures supplémentaires. Il a ajouté en plus un autre critère qui ne devait pas y être au début, qui est l'extension du champ du licenciement économique pour inclure dans le champ des licenciements économiques le fait que lorsqu'une entreprise subit pendant plusieurs semestres, 4 semestres consécutifs dans une des versions de l'avant-projet, une baisse de son activité, donc une baisse de la demande qui lui est adressée avec une baisse de son chiffre d'affaires, eh bien, elle puisse adapter sa main-d'œuvre, ajuster sa main-d'œuvre, c'est-à-dire licencier. Donc, le seul effet de cette facilitation le premier effet de cette facilitation du licenciement économique, c'est quoi? C'est que les entreprises vont pouvoir ajuster leur main-d'œuvre à la baisse en cas de baisse de leur vente pour maintenir leur taux de profit. Mais rien ne dit que ces licenciements qui vont avoir un impact sur l'emploi vont faciliter ensuite l'embauche. Parce que il faudrait pour ça que les profits restaurés soient consacrés à de nouveaux investissements et à de nouvelles embauches. Ce qui n'est absolument pas le cas si les conditions que j'ai décrites précédemment prévalent. C'est-à-dire si la situation macroéconomique est une situation déflationniste et si les capitalistes français n'ont pas envie d'investir dans l'économie réelle parce que ce n'est pas suffisamment rentable. Donc vous voyez qu'au nom de l'emploi, en réalité, ce qu'on cherche à faire, c'est en rajouter une louche par rapport au CICE, par rapport au pacte de responsabilité, pour maintenir croissante puis constante la part des profits dans la valeur ajoutée. Si vous prenez l'histoire des heures supplémentaires, c'est exactement pareil. Ça ne créera pas un seul emploi, cette histoire de permettre la négociation sur les heures supplémentaires. Ça va détricoter les 35 heures. Alors, je sais qu'il y a un discours de droite qui consiste à dire les 35 heures sont un obstacle à l'emploi. Bon, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que rien n'interdit dans ce pays de faire des heures supplémentaires. Et que, en réalité, la durée effective du travail en France, elle est de 40,3 heures. Elle n'est pas de 35 heures. La durée effective du travail, elle est supérieure à 40 heures. Simplement parce que les entreprises font faire des heures supplémentaires à leurs salariés. Et qu'on a même
étendu la possibilité d'utiliser les heures supplémentaires au-delà de ce que permettaient les lois Aubry à l'époque. Donc on a déjà largement détricoté les 35 heures. Et le vrai enjeu des 35 heures, il est ailleurs. Il est que, au-delà de la 35e heure, le coût de la 36e, de la 37e, de la 38e, de la 39e est plus élevé. Jusqu'à 35 heures, vous avez un partage du gâteau de 70-30. Bon, si vous avez un surcoût de 25% de l'heure supplémentaire, au-delà de 35 heures, le partage du gâteau engendré par l'heure de travail supplémentaire, c'est plus 70-30. C'est, moi j'ai pas fait le calcul, c'est du 90-10, quoi. 90 pour les salaires, 10 pour les profits. Pour les profits, c'est pas assez. Donc si vous voulez revenir à 70-30, il faut réduire progressivement le coût de l'heure supplémentaire. Et si vous voulez revenir à 70-30, la meilleure solution, c'est de supprimer les 35 heures. Et de revenir à 39 heures. Comme ça, la 36, la 37, la 38e, vous l'avez à 70-30, comme partage du gâteau. Ce n'est que ça. L'enjeu, ce n'est que ça. Parce que les entreprises, elles peuvent faire bosser les gens 40 heures. Et d'ailleurs, 40-41 heures, c'est la moyenne européenne aujourd'hui. Donc tout le monde fait bosser les gens à peu près à ce taux horaire-là aujourd'hui. Après, le reste, c'est du partage du gâteau. Et d'ailleurs, les partisans de la loi Aubry disent même que plus vous détricotez les 35 heures, plus ça a un effet négatif sur l'emploi, parce que la philosophie des 35 heures, c'était d'éviter de puiser dans les heures supplémentaires pour pouvoir libérer des plages permettant de recruter des équipes supplémentaires dans le cadre de l'allongement de la durée d'utilisation des équipements ou l'allongement de la durée d'ouverture des magasins en soirée, le week-end, etc., moyennant accord d'entreprise. Bon, c'était ça la philosophie des lois Aubry. À partir du moment où vous ne limitez pas les heures supplémentaires et qu'on peut en faire à un taux élevé, la loi est déjà détricotée. Et le reste, c'est une histoire de partage du gâteau. Donc voilà, conclusion, l'économie, c'est très simple, c'est une histoire de partage du gâteau. Alors, beaucoup d'entre vous ont connu les 30 Glorieuses ou la fin des 30 Glorieuses où il y avait un partage du gâteau qui faisait l'objet d'un compromis négocié entre syndicats, patronat, avec des partis politiques qui partageaient une philosophie qui était à l'époque pas libérale. Hein. La France du général de Gaulle était à cet égard beaucoup plus socialiste, c'est le moins qu'on puisse dire, que la France de Hollande et de Valls. Bon, ce qui s'est passé depuis 30 ans, tout simplement, c'est que ce compromis a été détricoté et que aujourd'hui, l'agenda du MEDEF et qui est partagé malheureusement par certains descendants de Jaurès, hein, puisqu'on est aujourd'hui dans l'association Jaurès, malheureusement partagé par eux, c'est de déplacer le balancier du partage salaire-profit très à droite, avec malheureusement encore le détricotage de toutes les protections que les salariés avaient réussi à mettre sur pied, à construire au cours du XXe siècle. Et si je définis le socialisme comme étant, puisqu'on est sur les terres de Jaurès, comme étant les voies pour rechercher le contrôle démocratique de la production et de la répartition des richesses. Pour moi, c'est ça le socialisme, c'est comment avancer vers le contrôle démocratique de la production et de la répartition des richesses. Là, on a vraiment reculé de près d'un demi-siècle, voire plus. Voilà ma conclusion. Bon, on va passer aux questions de la salle, du public. Merci. Bonsoir. Alors, on a parlé d'économie orthodoxe et hétérodoxe. J'ai peur que mon intervention vous paraisse particulièrement décalée. J'avoue que je ne peux plus entendre les mots de croissance, de compétitivité et de chômage.
Je pense que quand on ne trouve pas de solution à un problème, c'est peut-être qu'on ne se pose pas la bonne question. Et pour moi, la bonne question, ce n'est pas le chômage, c'est le travail. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, puisque je pense économique, parce que d'abord, ce n'est pas mon métier, et puis ensuite, je pense que 95% des gens ici sont très informés, voire surinformés au niveau politique et économique. Moi, je voudrais poser la question du sens du travail. Parce que aujourd'hui, ce qui manque au travail, c'est le sens. Les gens travaillent. Moi, je vais prendre des exemples concrets. Et ils ne trouvent plus ce qu'ils avaient avant, c'est-à-dire ils ne trouvent plus d'intégration sociale comme c'était le cas auparavant. Quand je vois M. Montebourg qui se réjouit que dans sa région, des call centers, parce qu'on parle en anglais maintenant, s'installent et il est tout content. Qu'est-ce que c'est qu'un call center? C'est des gens qui ont souvent une formation de bac parfois plus 15, plus 5, plus 7, et qui sont embauchés pour lire un protocole, qui sont minutés dans leurs réponses. Et ce travail, il sert à quoi? Pour un salaire de misère et des conditions absolument déplorables de travail, on leur demande même de demander à aller faire pipi maintenant, ils sont censés appeler chez eux des gens qui leur ont absolument rien demandé pour leur vendre des choses dont ils n'ont absolument pas besoin. Alors moi, j'appelle ça un travail inutile, mais non seulement inutile, mais un travail nocif. Il n'est bon pour personne, ni pour l'employé, ni pour les gens que cela dérange. Il n'est bon que pour celui qui engrange les bénéfices de l'affaire. Je crois qu'il faut revenir sur le partage du travail, parce que le travail, il est partagé. Il y a ceux qui travaillent trop, vous voyez le burn-out qu'il y a partout, et puis il y a ceux qui ne travaillent plus. Le problème, c'est que ceux qui ne travaillent plus, ils n'ont plus de revenus, ou en tout cas plus assez. Et ceux qui travaillent sont dans la précarité la plus totale. Je crois que dans ce pays aussi, on mélange beaucoup le travail et l'emploi. Parce que le travail, ça ne manque pas. Je pense que la majorité des retraités qui sont là peuvent dire qu'ils ont beaucoup de travail. Je pense qu'il faudrait revenir peut-être à des questions beaucoup plus fondamentales et se souvenir que M. Keynes est mort depuis longtemps, ce que M. Hollande, M. Valls et M. Macron ont oublié, parce qu'ils proposent des recettes du XXe, voire du XIXe siècle, à des problèmes qui sont complètement nouveaux. Nous sommes dans un nouveau monde. Il faut oublier les recettes de l'ancien monde. Et ce dont on ne parle pas, c'est l'état d'urgence climatique. Il faut savoir que la croissance demande de l'énergie. Or, l'énergie actuellement est l'énergie fossile. Nous devrions tous être là, au lieu d'être là ce soir, être à Pau, où il y a des actions massives, puisque les principaux pétroliers se rassemblent et qu'il y a un blocus de cette organisation. C'est-à-dire que les énergies, non seulement il faut les laisser dans le sol, il faut absolument que cette problématique du réchauffement climatique prenne le pas sur toutes ces vieilles recettes. Moi, ce dont j'aimerais bien qu'on réfléchisse, c'est à de nouvelles solutions. Pour le travail, est-ce qu'on ne peut pas découpler? C'est des pistes de réflexion. Je ne dis pas si je suis d'accord ou pas d'accord. C'est des pistes de réflexion. Est-ce qu'on ne peut pas découpler le travail et les revenus et s'interroger sur le revenu universel? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer du travail comme avec un régime style de celui des intermittents du spectacle, puisque je ne vois pas pourquoi un électricien du spectacle aurait droit à ce régime et un électricien d'un autre secteur n'y aurait pas droit. Je crois que tout est à inventer à l'aune de cette urgence climatique. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Tout d'abord, le sens du travail. Et est-ce qu'il faut laisser le travail à ceux qui ont envie de s'aliéner et verser un revenu universel à ceux qui ont envie de s'épanouir ailleurs que dans le travail? Bon, moi
moi, je reste profondément marxiste. Et le sens du combat socialiste, c'est quoi? C'est justement que ce que Marx appelait le jeune Marx appelait les aliénés et que le Marx de la maturité appelait les exploités, se réapproprient l'objet de leur travail. C'est ça le vrai sujet. C'est comment se réapproprier l'objet de la praxis humaine, qui est de maîtriser la nature à son profit, dans le respect des ressources naturelles. C'est ça le socialisme. Mais attendez, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, c'est un débat qui était déjà présent lorsque les premiers socialistes, au sens générique du terme, dissertaient sur l'origine et le devenir du monde. On en est toujours là. Attendez, on le dit sous des formes nouvelles, mais depuis 2 siècles, tout le monde, dans le mouvement, ce qu'on appelait le mouvement ouvrier, mais dans le mouvement social aujourd'hui, c'est que le capitalisme organise anarchiquement la production et la société, et qu'il va falloir la réorganiser autrement pour que les gens donnent du sens à leur vie. Mais tant que la vie sociale est structurée par le travail dans des rapports que maîtrisent les capitalistes, le véritable enjeu du pouvoir, il est dans cette sphère-là. Il est dans la sphère de la production. Il est dans la sphère de la production. Le vrai sujet, c'est pas de laisser aux capitalistes la maîtrise de l'entreprise et se replier sur les miettes, sur la redistribution. Le vrai sujet, c'est de contrôler la production et la répartition des richesses. Et ça signifie aussi que dans le combat pour le partage des richesses, il y ait le temps de travail. Parce que contrôler le progrès technique, ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque vous avez du progrès technique et qu'on peut réduire la peine au travail en réduisant le temps de travail, parce qu'avec les machines, vous pouvez produire plus en travaillant moins, l'objectif, c'est progressivement de prendre la maîtrise de la sphère de la production, de réduire le temps de travail pour tous, et de faire en sorte que tous maîtrisent à la fois le contenu de la production, le partage des fruits de la production, et puissent progressivement aller vers une société où vous travaillez 3 heures par jour, et puis le reste, vous avez tous lu l'idéologie allemande de Marx, je pense, et le reste vous a donné à la chasse, à la littérature, au théâtre, etc. Bon, c'est ça l'horizon, et qui justifie la bataille pour la réduction du temps de travail, mais dans l'entreprise, la bataille dans l'entreprise pour la réduction du temps de travail, et la bataille pour la maîtrise du procès de production. Et donc ça suppose de maîtriser le capital des entreprises et de ne pas le laisser aux mains des fonds de pension, des noyaux durs, des banquiers, des assureurs, etc. Et là-dessus, ce qui nous distingue fondamentalement d'un Macron ou d'un Valls, c'est qu'eux considèrent que la meilleure façon d'organiser la société, c'est de confier le pilotage des entreprises aux actionnaires. Et qu'on va laisser ça. On va laisser ça au MEDEF, finalement. On va laisser les choses sérieuses au MEDEF. Et alors là, il faut faire très attention, parce que le discours sur le revenu universel, je vais en dire je ne vais pas être caricatural là-dessus, mais il faut faire extrêmement attention, parce qu'il y a une tendance à dire ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent s'abrutir dans les entreprises, laissons-les s'abrutir dans les entreprises, et puis ceux qui vont s'épanouir, ça va être en dehors de l'entreprise. Non, le vrai débat, c'est comment on prend le pouvoir dans la sphère économique. Et comment on a une stratégie de conquête du pouvoir économique du côté du salariat. Et donc ça suppose que, oui, il y ait une certaine organisation politique, syndicale, sociale qui soit orientée sur cette stratégie-là. Alors, sur le revenu minimum, moi j'entends bien les préoccupations des partisans du revenu minimum. Mais il faut faire attention de ne pas faire beaucoup de bruit pour rien. Parce que le revenu minimum, il existe en germe. Un revenu minimum universel attaché à la personne, à la naissance, et non pas au travail. Ça existe. C'est les minima sociaux. C'est les minima sociaux. Et lorsque vous demandez aux partisans
du revenu minimum. Mais à combien vous le mettez, votre revenu minimum? Ils vous disent 1 000 €. Parce que 1 100, c'est le SMIC. Donc, ils sentent bien qu'il y a un petit problème. Donc, ils le mettent à 1 000 €. Mais est-ce que vous savez à combien est le RSA socle pour un parent isolé avec 2 enfants? Il est à 1 041 € déjà. Donc, je vous dis ça parce que c'est pas tellement compliqué de mettre un minima sociaux décent au-dessus du seuil de pauvreté. Ça, on saurait le faire. On peut le faire, ça existe déjà en germe, et on peut le financer par une réforme fiscale où on évite de taper les classes moyennes et où, avec une réforme plus juste et un meilleur rendement de l'impôt, on finance tout ça. Ça, on peut le faire, on sait le faire, on saurait le faire. Mais évitons d'utiliser les grands mots, parce que tout ça, c'est du revenu universel, les minima sociaux. C'est financé par l'impôt, c'est financé par la solidarité nationale. Mais ça n'empêche pas que la bataille pour la prise de pouvoir dans la sphère économique reste une question clé. Qu'est-ce qu'on fait des entreprises stratégiques? Si on veut faire un jour la transition écologique, moi j'ai du mal à penser qu'il ne va pas falloir mettre le nez dans le capital d'Areva, d'EDF, enfin ça ne s'appelle plus EDF, mais dans les entreprises énergétiques, et qu'il ne va pas falloir planifier un petit peu tout ça, comme certains ont planifié le nucléaire à une certaine époque. Donc si on veut planifier la sortie du nucléaire, la sortie des énergies fossiles et la mise en place des renouvelables, tout ça c'est du réseau. Et donc ça suppose qu'on mette le nez dans les entreprises qui fabriquent de l'énergie. Et ça donnerait du sens aux travailleurs de ces entreprises-là, fortiori s'ils contrôlaient un petit peu la planification écologique. Donc ça, c'est un défi important. Alors après, la croissance, ça, c'est des grands mots. Moi, je suis sensible, contrairement à ce qu'on pense, je comprends le discours sur la décroissance, même si je trouve qu'il est abusif et mal formulé. En réalité, ce qu'il faut lire, il faut faire décroître les projets inutiles et croître les projets utiles. C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est ça. Et il faut le faire avec des énergies qui respectent l'environnement. Et vous verrez qu'au bout du compte, le taux de croissance sera plus important que vous ne le croyez. Et qu'aujourd'hui, en faisant mal les choses, on a un taux de croissance qui est non seulement très faible, mais qui pollue. J'essaie de vous dire que c'est deux choses qui sont à déconnecter. Aujourd'hui, non seulement vous ne faites pas de croissance, mais la décroissance, elle est polluante aujourd'hui. Donc, comme quoi, les deux problèmes ne sont pas forcément liés. Bon, 80% du PIB aujourd'hui, c'est des services, c'est l'immatériel, entre nous. La croissance aujourd'hui, c'est santé, culture, éducation, service à la personne. L'industrie, c'est 12% de la valeur ajoutée, et la construction, 6%. Et l'agriculture, c'est 2%. Bon. Donc la croissance, elle est déjà éminemment immatérielle. Donc le vrai sujet, c'est quels sont les projets utiles, comment on les finance, comment on les contrôle socialement et politiquement, et avec quoi on fait tourner le carburant. Il faut serrer les problèmes parce qu'à tout mettre ensemble en disant tout ça c'est la croissance, tout ça c'est le travail, donc tout ça, laissons ça à ceux qui ont envie de le faire et puis gardons notre petite miette de 1 000 €. Bon, je suis pas sûr que le résultat des courses soit à la hauteur des envolées lyriques de certains sur le revenu universel, quoi. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas oublié la loi sur la déréglementation de 86, qui a quand même permis beaucoup de choses dont vous avez parlé? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, sur la finance. Voilà, parce que quand vous dites qu'il faut que... Je suis d'accord sur le point de vue que vous avez énoncé, qu'effectivement, il faut mettre plus que le nez, même les mains, dans la direction des entreprises. Ça, c'est clair. Mais est-ce que le passage par des lois, comme celle-là, sous Chirac, la première chose qu'il a fait quand il est arrivé, c'est qu'il a enlevé l'autorisation administrative de licenciement. Enfin, c'est toujours le même... ce sont des lois qui produisent et qui facilitent ce genre de déréglementation. Est-ce que ce n'est pas aussi à travers des lois qu'on peut demander à passer qui permettront de reprendre un peu la main? Ah oui, non, on est entièrement d'accord. La suppression de l'autorisation administrative, c'est l'ancêtre de la loi El Khomri sur le volet licenciement économique. Là. C'est évident qu'on a un balancier qui était très à gauche pendant les 30 Glorieuses et là qui est revenu très à droite. Et
Quand Madame dit c'est les recettes du siècle passé, oui, les recettes de Macron et de Valls, c'est les recettes des années 30 du XXe siècle. Hein. C'était du avant Keynes, hein, même. Keynes, c'était déjà pas de gauche, mais ce que fait Macron et Valls, c'est avant le code du travail, c'est avant qu'il y ait de la négociation collective, c'est avant tout ça, quoi. Hein. Donc là, on est en train de déplacer le balancier dans l'autre sens. Hein. Et on appelle ça de la modernité, mais bon, c'est qu'un abus de langage, quoi. Une question là, ici. Oui, bonsoir. Juste une question un peu technique. Qu'est-ce que vous pensez des travaux de Robert Gordon qui disent qu'il n'y aura plus de croissance pour des questions de démographie, pour des questions de répartition de la valeur ajoutée, pour des questions d'inégalité de plus en plus importantes dans nos sociétés? Deuxième question, qu'est-ce que vous pensez des travaux de Gaël Giraud et Zeynep Karaman qui dit que la croissance est fortement corrélée à l'utilisation d'énergies fossiles et que des énergies fossiles, nous n'en aurons plus? Donc on va arriver dans un monde sans croissance et qu'il va falloir apprendre à partager différemment la richesse qui reste. Bah, écoutez, je vais vous répondre. On est déjà dans un monde sans croissance. Il faut arrêter de dire que le capitalisme financier, c'est la croissance. C'est pas vrai. Les taux de croissance pendant les 30 Glorieuses, c'était 5% par an. Là, on tourne à peine à 1,5%. On est déjà en décroissance. Et contrairement à ce qu'on pense, les politiques libérales mènent à la décroissance, très précisément. Alors, après, il faut dissocier les choses. Moi, je ne suis pas convaincu que la croissance et l'énergie fossile soient corrélées à long terme. Elles le sont à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas autre chose. Mais à partir du moment où vous produisez avec autre chose que du pétrole, bah, vous aurez d'autres sources d'énergie. Après, le fait qu'il y ait une relation entre croissance et inégalité, oui, il y a une relation entre croissance et inégalité parce que le capitalisme financier déplace le partage du gâteau en faveur des classes à forte propension à épargner, donc à faible propension à consommer. Parce que quand vous gagnez 100 SMIC, vous en épargnez facilement 80%, alors que si vous gagnez le SMIC, vous épargnez rien du tout et vous consommez tout, et même vous êtes endetté le 10 du mois. Donc vous avez un déplacement du partage du gâteau qui est favorable nécessairement à l'épargne, et une épargne qui ne finance pas forcément les investissements pour toutes les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Donc oui, aujourd'hui il y a une corrélation entre la montée des inégalités et la chute des taux de croissance. Et ce que montre Thomas Piketty est extrêmement juste, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un taux de rémunération du capital qui augmente plus vite que le taux de croissance de l'économie, et qui signifie très simplement que dans le partage du gâteau, bah, c'est les gros qui ramassent le plus et qui ne réinvestissent pas forcément. Et résultat des courses, vous avez un taux de croissance très faible. Alors après, que ça pollue parce qu'on utilise des énergies fossiles, oui, c'est évident. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse s'orienter vers autre chose, vers la sortie des énergies fossiles et la planification des infrastructures renouvelables. Donc ça, c'est un projet, mais qui nécessite, à mon sens, au moins un keynésianisme vert, c'est-à-dire une certaine planification. C'est pas en mettant des taxes carbone que les réseaux d'extraction et de distribution d'énergie renouvelable pousseront comme des champignons sur les marchés. Donc ça veut dire que ça se planifie, et que si ça se planifie et qu'on met ces réseaux sur place, on va faire de la croissance. Mais c'est pas forcément de la mauvaise croissance. Dans ce cas-là, c'est du projet utile. Et ensuite... voilà, moi je ne désespère pas de faire progresser la maîtrise de l'homme sur la nature à son profit et dans le respect de l'environnement. Et c'est très précisément le projet des premiers penseurs socialistes. Marx, Saint-Simon, Proudhon pensaient à terme remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Je pense que c'est plus que jamais l'horizon qui doit être le nôtre, mais qui passe par des transitions. Merci. Oui, on n'a pas parlé d'un truc, peut-être que c'est pas vraiment de l'économie, mais tout de même dans le projet de loi, peut-être que la chose la plus dangereuse, je parle mal, c'est le fait que maintenant, ce projet de loi inverse les normes. Avant, la loi fixer un minimum, et puis au fur et à mesure qu'on descendait dans les échelons, on pouvait augmenter ce minimum, en fin de compte, pour faire mieux.
Maintenant, la loi va fixer un maximum et on va pouvoir, avec des fausses négociations, avec des référendums avec le couteau sous la gorge, évidemment, puisque c'est où tu votes pour ou tu es licencié, etc., on va pouvoir baisser les normes. Pour moi, dans cette loi, c'est peut-être ça le plus dangereux. Mais c'est peut-être pas tout à fait de l'économie. Si, c'est tout à fait de l'économie. Le système français de relations professionnelles avait une originalité. Il avait plusieurs spécificités. Il reposait notamment sur ce que vous appelez la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le principe de faveur hiérarchique qui suppose qu'un accord signé à l'échelon inférieur est forcément supérieur à ce qui est signé à l'échelon supérieur ou même à la loi. Et ça, c'était une des caractéristiques du système français de relations professionnelles. L'autre caractéristique, c'était que, au sortir de la résistance, on a conféré aux organisations syndicales le statut d'organisation représentative, compte tenu de leur rôle pendant la résistance. Ceci est important et explique que les syndicats français ne sont pas structurés comme les syndicats anglo-saxons au niveau de l'entreprise. Au Royaume-Uni ou aux États-Unis, c'est un syndicalisme d'entreprise parce que la législation sociale repose sur une élection d'accréditation dans l'entreprise aux États-Unis et au Royaume-Uni sur le principe dit du volontarisme. C'est-à-dire que si vous n'avez pas reconnaissance du syndicat dans l'entreprise, il n'y a pas de négociation. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, il faut une élection sur le lieu de travail pour autoriser la négociation collective. Et s'il y a un vote non, il n'y a pas de syndicat et il n'y a pas de négociation. Bon. Et donc ça suppose que pour créer ce rapport de force, il faut se syndiquer et il faut créer le rapport de force sur le lieu de travail. Là, dans le cas français, non. Dans le cas français, c'est l'État qui confère aux organisations syndicales le statut d'être ou ne pas être représentatif. Donc sur le lieu de travail, ça explique que la stratégie ne soit pas à la syndicalisation massive. Et d'ailleurs, les travailleurs n'ont aucun intérêt à se syndiquer massivement sur le lieu de travail, sachant que tout se négocie au niveau de la branche ou au niveau interprofessionnel. Ce qui ne veut pas dire qu'ils se désintéressent du fait syndical, puisque dans les élections professionnelles, le taux de participation est relativement élevé, et c'est ce suffrage universel qui confère aux syndicats très précisément leur légitimité. Bon, pourquoi je vous dis tout ça ? Je vous dis tout ça parce qu'il y avait une cohérence dans ce système mis en place dans l'après-guerre, où on avait une production de normes relativement centralisée quand la législation sociale s'appliquait, et cohérente au niveau de la branche pour organiser la concurrence entre les entreprises lorsque la négociation de branche s'organisait. Et les syndicats pouvaient, de la sorte, à partir de leur action dans la branche, obtenir un certain nombre de garanties. Et en particulier, ce qui était obtenu dans l'industrie automobile se diffusait ensuite. Quand on disait que quand Renault tousse, la France s'enrhume, c'est ça que ça voulait dire. Là, vous avez raison de souligner que c'est ce modèle-là qu'on est en train de détricoter. À partir du moment où vous estimez que ce qui se négocie en dessous peut déroger et s'avérer moins favorable à ce qui existe au-dessus, vous détricotez le cœur de ce système. Au nom de la négociation et du dialogue social, mais en sachant pertinemment qu'il n'y a pas de syndicat sur les lieux de travail. Il y en a très peu. Et le délégué syndical ou le délégué du personnel, quand les seuils sont atteints, font l'objet souvent d'une chasse aux sorcières assez considérable dans son entreprise. Donc c'est méconnaître ce fait que de prétendre substituer le contrat à la loi. Et mon ami Philoche a raison de monter sur ses chevaux quand on lui parle d'inversion de la hiérarchie des normes. Parce que c'est une inversion du rapport de force entre employeurs et salariés qu'on instaure à cette occasion-là. Mais c'est pas spécifique à cette loi. Ils ont déjà commencé à enfoncer le clou dans l'ANI, l'accord national interprofessionnel. Les accords de maintien dans l'emploi, c'était déjà ça. Et avant, il y avait déjà des accords dérogatoires sur le temps de travail. Donc là, ils en rajoutent une louche. Ils y vont petit à petit. Et lorsque la droite reviendra, si elle revient dans un an, la révolution culturelle sera faite et ils n'auront plus qu'à détricoter le code du travail, Mais là, le MEDEF a fait son entreprise de lobbying.
Oui, bonjour. Alors, j'avais 2 questions à vous poser. La première, c'était pour vous reposer une question parce que j'ai pas bien compris. À un moment donné, vous avez parlé de taux de rentabilité de 40% dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez réexpliquer comment ça peut marcher d'avoir un taux de rentabilité à 40%? Qui peut en bénéficier? Voilà. C'est les banques. Le taux ce qu'on appelle la rentabilité financière, c'est le ratio bénéfice sur fonds propres une fois remboursé les charges financières. Dans l'industrie, l'objectif il est à 15% en moyenne, et le 40% c'est les banques qui font ça grâce à ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire que elles font des crédits à partir des produits. Elles font des crédits aux clients, aux entreprises ou aux particuliers, à partir de crédits existants qu'elles ont titrisés. C'est-à-dire qu'elles ont revendu sur le marché des produits dérivés pour lever des liquidités qu'elles vont prêter, mais qu'elles vont prêter hors bilan. Donc, ça ne se voit pas dans le bilan. Et du coup, comme c'est des nouvelles opérations qui rapportent des bénéfices, le ratio bénéfice sur fonds propres s'élève mécaniquement. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Et donc, c'est cet effet de levier qui fait que vous avez du 40% dans les banques. C'est pour ça qu'elles titrisent et que elles ont conçu notamment les subprimes, les LBO, tous ces produits exotiques qui sont à l'origine de la crise de 2008 et qui ont proliféré dans le magasin des acteurs financiers du monde entier. Ok, merci. Il y a un bouquin qui l'explique très bien. Achetez le bouquin de Lordon, qui s'appelle le premier qu'il a écrit dans la collection, sur la crise, dans la collection Libère Raison d'agir, qui s'appelle. Je ne sais plus comment s'appelle ce bouquin. Enfin, vous trouverez, c'est le bouquin qu'il a écrit juste après la crise en 2008-2009 sur la crise. Ok, merci pour cette réponse. Ma deuxième question, c'était concernant vos propositions. Parce que là, vous nous avez démontré un petit peu la courbe du chômage qu'elle était difficilement inversable selon la politique de Hollande. Tout à l'heure, vous nous avez donné un exemple de l'entreprise de voitures qui a 10 machines et qui a 10 machines et qu'elle n'a aucun intérêt à en acheter une 11e puisque on suit aujourd'hui la politique de l'offre. Et vous, ce que vous proposez, c'est la politique de la demande. C'est ça, un petit peu. Et donc, juste, pourquoi dans votre conférence n'avez-vous pas proposé une réorientation industrielle? Pourquoi avez-vous proposé de produire des voitures, par exemple? Voilà, il faut qu'on sorte de cette mécanique-là. Mais on est entièrement d'accord, mais je l'ai fait dans la réponse, là. Je m'étais gardé ça pour la réponse, mais à l'évidence, oui, moi, quand je parle de demande, en fait, la demande, c'est la dépense, en fait. C'est la dépense. L'offre, c'est l'épargne. C'est ces jargons-là qui caractérisent l'opposition orthodoxe-hétérodoxe sur le plan macroéconomique. Certains pensent que en privilégiant l'épargne, on va favoriser l'investissement, et donc pour privilégier l'épargne, il faut privilégier les revenus du capital, pour aller vite. Et puis vous avez grosso modo les hétérodoxes qui pensent que non, si on privilégie le capital, c'est pas aussi simple que ça, et ça se retrouve pas forcément dans la production, mais ça alimente les bulles, etc., les marchés dérivés, où les banques vont vouloir faire du 40%, tout ça, quoi. Bon. Et donc, dans ce cas-là, il faut mettre l'accent sur la dépense, consommation et investissement. Après, évidemment, il y a un débat sur quelle dépense. Évidemment. Et lorsque sur le tapis se trouve le sujet de la planification écologique, c'est comment on planifie la dépense vers la transition énergétique, tout à fait. Et si on fait des grands travaux, oui, c'est pour mettre sur pied des réseaux de production et de distribution d'énergie renouvelable. C'est ça l'idée. Par exemple, sur ce terrain-là, moi, je suis pas. Enfin, les histoires de taxes carbone, de marché des droits à polluer, bon, c'est une pensée. C'est comment on dit, un pansement sur une jambe de bois. Enfin, je sais pas comment.
Un emploi, oui, c'est ça, oui. C'est bon, à partir du moment où les gens n'ont pas, enfin surtout les plus modestes n'ont pas le choix que de rouler avec autre chose que des bagnoles qui polluent. Vous aurez beau mettre toutes les taxes carbone que vous voulez, ils n'achèteront pas des bagnoles qui polluent pas. Donc tout ça se planifie, tout ça s'organise, et à partir du moment où les constructeurs produisent pas autre chose que des choses qui polluent, on n'a pas trop le choix, quoi. Donc tout ça se planifie. C'est bon. Donc ça suppose évidemment un programme de grands travaux de type keynésien orienté vers la transition écologique. Mais pas seulement. Après, sur le plan industriel, moi j'ai parlé de la structure du capital des entreprises pour bien vous signifier que les entreprises stratégiques, celles qui produisent du transport, de la communication, de l'énergie, etc., sont aujourd'hui entre les mains de propriétaires qui ne sont pas dans une logique d'investissement de long terme, parce que l'horizon est trop long pour obtenir les critères de rentabilisation du capital qui sont exigés. Donc ça veut dire évidemment qu'il y a un débat, sur la structure du capital des entreprises stratégiques. Bon, après, concrètement, ça va être très simple, hein, le jour où vous avez le manche. C'est assez simple finalement. C'est quelles sont vos marges de manœuvre. Et c'est comment vous prenez dans la figure les marchés, les Allemands, la Commission. C'est comme ça que ça se passe. En Grèce, ça s'est passé comme ça. Alors, quelles sont les marges de manœuvre ? Si on veut parler concret, il y avait des marges de manœuvre, contrairement à ce qu'on pense. Alors, il est de bonne guerre de taquiner Hollande en lui disant tu t'es couché sur le TSCG, tu nous as fait avaler le traité de budgétaire et t'as rien dit à Merkel. Bon, c'est vrai. Il a fait la promotion du modèle allemand. En plus, Hérault parlait allemand, donc ça tombait très bien. Mais cela dit, il a quand même négocié le droit pour la France de ne pas appliquer le pacte de stabilité pendant toute la durée de son mandat. Quand vous ferez les comptes, la France n'aura jamais été dans les clous de 2012 à 2017. Alors qu'on devait l'être dès 2012, souvenez-vous. Et lorsque vous êtes à 5 la première année de déficit public, 4,9 la deuxième, 4,5 la troisième, 3,5 après, ça veut dire que vous avez tous les ans entre 1 et 2 points de marge de manœuvre budgétaire, de PIB. 1 point de PIB, c'est 20 milliards. 2 points de PIB, c'est 40 milliards. Donc, vous avez en moyenne entre 20 et 30 milliards de marge de manœuvre tous les ans, en plus, par rapport aux 3%. C'est énorme. 20 à 30 milliards de déficit budgétaire, de marge de manœuvre. Mais là où je ne suis pas keynésien primaire, c'est tout dépend de ce que vous faites de ces marges de manœuvre. Soit vous les affectez au CICE et au pacte de responsabilité en sachant très bien que ça va gonfler les dividendes et les bulles et que c'est verser de l'eau dans le sable sauf pour les gros épargnants, soit vous les affectez ailleurs. Et même vous auriez demandé aux entreprises d'utiliser, vous auriez obligé, vous auriez conditionné l'octroi du CICE à de l'investissement dans l'économie réelle. Vous auriez pu vendre ça comme un programme keynésien, hein, en disant, regardez, je fais du déficit budgétaire et je fais de la relance par l'investissement parce que je demande aux entreprises de consacrer ces sommes à la dépense d'acquisition de biens d'équipement dans le cadre de projets écologiquement utiles, si ça avait été conditionné à la transition écologique. Ils auraient pu le faire, ça. Ils ne l'ont même pas fait. Ils ne l'ont pas fait.
Mais on avait les marges de manœuvre. Ils s'en sont même rajoutés, puisque pour en rajouter une douche, ils ont coupé dans les dépenses services publics, collectivités locales, sécurité sociale, pour arriver aux 40 milliards en année pleine en 2017. Donc, ils ont tout fait en direction du taux de marge. Ils se sont libérés de toutes les marges de manœuvre possibles par le déficit budgétaire et par le redéploiement des dépenses publiques au détriment de leur camp en direction du camp d'en face, pour mener ce qu'à une autre époque on aurait appelé une politique de classe. C'est ça qui s'est passé. Et c'est ça le reproche qu'on peut leur faire comme élus socialistes. Alors qu'on avait les marges de manœuvre. On avait les marges de manœuvre pour faire autre chose. Quarantaine de milliards pour faire autre chose, pour faire de l'investissement public, de la redistribution. Tout ça est absolument dommage, mais bon, très concrètement, on aurait pu le faire. Alors après, oui, il faudra négocier avec la chancelière, si c'est encore elle. Mais là, c'est pareil. Les Italiens y étaient prêts. Les Espagnols aimeraient bien. Les Grecs seraient de la partie. Les Italiens, ils étaient favorables au fait qu'on sorte du calcul des déficits publics les dépenses d'investissement, très précisément, pour disposer de marge de manœuvre pour lancer des projets d'infrastructure. Et on aurait pu s'appuyer sur eux pour le faire et pour le réclamer. On ne l'a pas fait parce qu'on a préféré faire la promotion de la dévaluation interne à l'allemande, la discipline budgétaire, etc., qu'on n'a d'ailleurs pas appliquée. Et puis, on a fait les faillots auprès de Merkel pour contraindre les Grecs à rentrer dans le rang. Bon. Voilà, donc... mais, alors, après, les marchés... Mais aujourd'hui, on se finance à des taux quasiment nuls pour le budget public. On le fait, mais ce n'est pas seulement la France. Vous avez d'autres pays où il y avait des problèmes pour financer la dette publique, qui se financent à des taux raisonnables aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est que la Banque centrale a fini par menacer d'intervenir en cas de spéculation sur les dettes souveraines. Et qu'elle-même a acheté sur le marché secondaire de la dette publique 250 milliards de titres publics. Et qu'elle a annoncé qu'elle en rachèterait, qu'elle rachèterait des titres publics et privés dans des limites de 80 milliards par an, si c'était nécessaire. Donc la Banque centrale aujourd'hui intervient pour tout faire pour détendre les taux sur le marché secondaire, ce qui a pour effet que quand vous émettez des taux sur le marché primaire, c'est-à-dire le marché d'émission des obligations, eh bien vous les émettez à taux bas parce que les gens qui les acquièrent savent qu'ils pourront les refourguer à la Banque centrale. Donc on a un environnement très favorable pour aujourd'hui financer des programmes publics à des taux très bas. Alors après, pourquoi faire on voit à peu près vers où ça doit aller. Ensuite, si on va plus loin dans les programmes réforme fiscale, etc., on pourrait passer une séance à détailler ce que pourrait être une réforme fiscale de gauche, qui était celle qu'on avait promis avec une fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, avec une assiette plus large, des taux plus bas et progressifs, etc. etc. Ensuite, sur les questions sociales, c'est pas tellement compliqué de discuter avec les syndicats pour savoir comment on retricote ce qui a été détricoté, quoi. Donc les linéaments d'une politique économique qui nous remettent sur un autre chemin, on les connaît à peu près, et il y a beaucoup de gens dans ce pays qui en partagent les lignes au-delà de quelques divergences symboliques, quoi. Bonsoir. Est-ce que vous êtes un économiste optimiste ou pessimiste ? C'est court et franc.
Mais il y a une conjonction des astres, paraît-il. D'où vient la reprise? Pas des politiques de l'offre. Les facteurs de reprise, ça a été la baisse du prix du pétrole et la baisse de l'euro par rapport au dollar. Mais ça ne suffit pas. La baisse du prix de l'énergie, qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ça a eu pour effet que vous achetez votre essence 1,02 € au lieu de 1,08 € par exemple. 50 centimes de gain de pouvoir d'achat. Si vous faites 5 pleins dans le mois, vous ferez le compte, vous gagnez 250 €. Vous ferez le compte. Vous gagnez entre 100 et 250 €. Je ne sais plus combien j'avais compté. Enfin, ça dépend du litrage. Bon, mais pour vous qui, sans doute, allez au supermarché, vous savez qu'avec 100 €, vous faites bouffer une famille de 4 personnes pour une semaine, quoi. Enfin, au supermarché ou au marché bio. C'est un peu plus cher, mais bon, ça dépend de votre culture et de votre porte-monnaie. Bon, mais vous voyez bien que ça a boosté la reprise par la demande, cette affaire, pas par l'offre. La baisse du prix de l'euro, ça a boosté la demande extérieure, parce que vous vendez moins cher. Donc, la demande extérieure sur vos produits est plus importante. Et ce qui se vend sur le marché domestique, ce qui pénètre le marché intérieur est plus onéreux, donc ça favorise les producteurs domestiques. Donc, si vous voyez, c'est des facteurs hétérodoxes qui expliquent la reprise. Mais ça ne suffit pas, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Europe est en déflation. Et moi, Alors, est-ce que je suis optimiste, est-ce que je suis négatif? Je suis optimiste parce que je sais que si on actionne j'aime pas trop le terme, les bons leviers, c'est pas aussi simple que ça, mais on sait grosso modo ce qu'il faut faire aujourd'hui. Si on veut que l'activité économique soit un peu plus vigoureuse et si on veut modifier un tant soit peu le partage du gâteau pour que tout le monde ait un emploi et un accroissement du pouvoir d'achat. Bon, après c'est une histoire de rapport de force. Donc c'est comment on enclenche une dynamique sociale, politique qui permette de mettre ça en branle. Enfin bon... après le discours du Bourget et vu l'état dans lequel était la droite en 2012 et vu la petite dynamique qu'il y avait eu à l'époque pour relancer le débat européen, je pense qu'on avait une petite fenêtre pour le faire et qu'on ne l'a pas fait. Donc on aurait pu le faire. Est-ce qu'on va pouvoir le faire à nouveau? Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici un an. Mais tout ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas qu'une histoire de levier, c'est une histoire de conjonction de la possibilité d'utiliser le manche et puis de créer un rapport de force sociale et politique qui permette de mettre en place ce type de politique, parce qu'en face, le MEDEF va vous dire, vous allez avoir tout le monde qui va vous dire, ouais, mais votre politique, elle n'est pas réaliste, etc. quoi. Mais comme la France, c'est pas la Grèce, et que, en d'autres temps, la politique de la chaise vide a établi la preuve que quand vous êtes un grand pays et que vous êtes l'autre composante clé du couple qui fait l'Europe et que vous pouvez être prêt à divorcer, l'autre il commence à entendre. Donc tout ça c'est de la politique. Mais pour remettre sur pied un camp du progrès qui aujourd'hui est absolument orphelin, voilà, il va falloir qu'on s'y mette tous. Et voilà, donc il y a une échéance présidentielle l'année prochaine qui est l'échéance majeure dans la Ve République, au cours de laquelle les gens qui vont plus voter dans les autres élections viennent voter. Donc voilà, moi je suis de ceux qui pensent que Hollande ne passera pas le premier tour, qu'il n'y aura pas de primaire. Donc voilà, si on veut faire émerger autre chose, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a des candidats qui sont mieux placés que d'autres. Il y a des dynamiques à créer autour d'une campagne présidentielle qui suscite toujours l'intérêt
de gens nouveaux, de militants nouveaux, de citoyens nouvellement engagés. Donc il faut que tout le monde soit suffisamment intelligent pour être constructif et enclencher cette dynamique. Mais je pense qu'elle ne sera plus au PS, malheureusement. La crise des subprimes a créé un sacré choc au niveau du système monétaire international. Je constate, il me semble, que les États ont été réduits au rôle de pompiers pour tenter d'éteindre l'incendie que les spéculateurs avaient allumé. Pouvez-vous penser au moindre instant que cette crise est jugulée, surmontée, alors que nous avons toute l'impression d'un chaos mondial qui n'a jamais été aussi extraordinaire? Il faudrait peut-être se rappeler la spéculation des années 20 et la crise de 1929. Je vous pose la question, pensez-vous réellement que nous sommes à l'abri d'un effondrement, mais alors beaucoup plus considérable que 1929, parce qu'il n'y a plus les conditions de polyculture de subsistance, d'artisanat de village, etc. Il y a une dépendance extraordinaire de tout le monde et moins de garde-fous qu'à l'époque. Oui, il y a moins de garde-fous en matière de liens traditionnels et communautaires, certes. Moi, je suis comme vous, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une rechute par rapport à 2008, vu les liquidités qui circulent en dehors de l'économie réelle, parce que la Banque centrale a arrosé massivement le système bancaire et que le système bancaire ne finance pas l'économie réelle parce que les entreprises n'ont pas envie d'investir. Donc ça se retrouve où? Ça se retrouve sur les marchés dérivés, précisément parce que l'objectif des banques est de faire du 40%. Donc tout ça va éclater un jour et tout ça va finir sans doute par un nouveau crack avec des conséquences économiques et sociales importantes. Alors, la différence avec les années 30, c'est que, comme le disent les banquiers eux-mêmes, ils sont devenus too big to fail, c'est-à-dire ils sont devenus trop gros pour que les États les lâchent. Donc les États créeront de la monnaie pour les renflouer. Mais c'est reculer pour mieux sauter. Et, bon. Mais tout ça peut... Vous savez, la décadence de l'Empire romain, ça a duré des siècles. Donc, tant qu'il n'y a pas d'alternative et que les peuples ne reprennent pas les choses en main, ça peut durer très longtemps, cette affaire. Bien. Ben, je crois qu'on peut remercier Liam Wangnok de cet exposé. Bon, il nous a peut-être pas soulevé l'enthousiasme, mais je pense qu'il a dit qu'il fallait prendre les choses en main, que c'était à nous de le faire, parce que si on tient compte de ce que font les politiques jusqu'à maintenant, bien, on n'arriverait pas à grand-chose par rapport à ce qu'on remarque.